Le château de Versailles a donc servi hier de cadre à une rencontre hors du commun, celle qui a réuni le président français Emmanuel Macron, qui accueillait son homologue russe Vladimir Poutine. Mais les ors et les fastes du lieu n'ont visiblement pas suffi à totalement atténuer la tiédeur qui prévalait dans les relations bilatérales entre les deux États. Jusque-là, en tout cas, relations évidemment largement marquées par la politique de l'Union européenne à l'égard de Moscou, que ce soit sur la question ukrainienne ou sur le dossier syrien. Pour en parler, le plaisir de recevoir en direct de notre studio de Sion Bertrand Badi, professeur de relations internationales, de passage en Valais pour les rencontres Orient-Occident qui se déroulent toute la semaine à Sierre. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8h pour parler d'Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et de bien d'autres sujets de relations internationales au fond. Alors, hier à Versailles, on avait vraiment l'impression d'un véritable baptême du feu pour le président Macron, en tout cas baptême en politique internationale, dans la mesure où c'était la première fois qu'il se retrouvait seul en face d'un des principaux acteurs internationaux, M. Poutine en l'occurrence. Quel regard portez-vous sur son premier examen de passage? L'a-t-il réussi? Vous savez, en relations internationales, aujourd'hui, il y a la forme et le fond. La forme prend une importance absolument incroyable. Rappelez-vous les commentaires absolument torrentiels qu'il y a eu sur la poignée de main entre Macron et Trump, où on mesurait la musculation du maxillaire de l'un et des autres et de l'autre. Tout ceci montre que l'image aujourd'hui dans les relations internationales prend une importance considérable, alors qu'en fait elle ne veut pas dire grand-chose. Elle ne veut pas dire grand-chose. Le problème est un problème de fond. Nous sommes dans un système international qui, depuis plus de 25 ans, est orphelin. Il est orphelin d'une identité même, parce que personne ne sait à quoi ressemble le système international qu'on appelle post-bipolaire, ce qui ne veut rien dire. Ça veut dire tout simplement qu'il succède au système bipolaire. Multilatéral, on a dit ça aussi, ouais. Oui, le multilatéral, il l'est si peu, hélas, parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde mondialisé et que le multilatéralisme est la seule planche de salut, mais nous en sommes extrêmement loin. Les Nations Unies ne fonctionnent pas comme ils devraient l'être et la gouvernance mondiale est au point mort, surtout avec les déclarations récentes, notamment de Donald Trump, à propos du changement climatique et de la COP21. Alors, donc, sur le fond. premier est un problème de fond. Et le problème de fond, il est dans une situation préoccupante aujourd'hui parce que on marche à l'aveugle. On ne connaît pas les politiques étrangères. On ne connaît pas bien la politique étrangère d'Emmanuel Macron. On sait qu'il veut refonder l'Europe, mais on ne sait pas comment. On sait qu'il est mondialiste, mais on ne sait rien sur sa politique en matière de gouvernance mondiale, en matière, ce qui est le plus urgent, de gouvernance sociale mondiale. Vous savez, les relations internationales, ce n'est rien d'autre que la synthèse des souffrances humaines. Et donc la première question, c'est comment atténuer les souffrances, insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, insécurité environnementale. Quels sont les projets pour cela? C'est en panne partout, c'est-à-dire en France, c'est-à-dire en Europe, c'est-à-dire dans le monde occidental et c'est-à-dire dans le monde tout court. Donald Trump, on ne sait pas ce qu'est sa politique étrangère, il change de figure et d'image à peu près une fois par jour, il a tenu des propos définitifs contre l'OTAN, contre l'Union européenne, contre la Chine, contre la Russie, et ensuite il a tenu des propos pro-russes, puis à nouveau des propos anti-russes, puis des propos pro-OTAN, et puis à nouveau des propos anti-OTAN, et puis à nouveau pro-OTAN. Monsieur Macron semble un peu plus cohérent quand même. Si on en vient aux propos qu'il a tenus hier, apparente fermeté quand même de sa part, en tout cas sur la question syrienne, toute utilisation d'armes chimiques en Syrie fera l'objet d'une riposte immédiate de la France. Il a été ferme, enfin il s'est montré ferme également dans ses propos, mais est-ce de la forme? On le verra sur le dossier ukrainien. Si solution il doit y avoir, il l'a dit, ce n'est que par le biais des fameux accords de Minsk. Ça, ce sont quand même des déclarations qui comptent, non? Alors, effectivement, c'est une politique étrangère qui se dévoile au fil des jours, ce qui est normal. Emmanuel Macron commence à gouverner et donc il doit traiter les problèmes qui sont sur la table du gouvernant. Il faut quand même faire attention à deux choses. La première, c'est qu'il n'a pas été élu sur un projet international. Ce qui le distinguait, ça c'est capital, dans l'élection présidentielle française, c'est qu'il était le seul à se proclamer clairement mondialiste, disons, même s'il n'employait pas le terme, et pro-européen.
Mais à part ça, nous avons eu affaire à un projet qui était extraordinairement discret en matière de conduite des affaires du monde. Vous pensez qu'il n'a pas de projet ou que sa stratégie Il ne l'a pas est de le affiché. dévoiler peu à peu? Comment vous sentez les choses là? En fait, c'est assez compliqué parce que, première constatation qui n'échappe à personne, c'est qu'il n'a pas, durant la campagne présidentielle, dévoilé de programme international. Deuxième élément, il a eu, comme tout homme politique, des petites phrases. Certaines allaient dans le sens de la rupture, par exemple lorsqu'il a déclaré à Alger que la colonisation est un crime contre l'humanité, ce qui, pour un candidat à l'élection présidentielle française, est absolument capital, parce que la France n'a pas encore surmonté le traumatisme des relations Nord-Sud. C'était une façon de rompre utilement avec le passé. Il s'est fait beaucoup tenser, y compris par les gens qui ont vécu ça. Il s'est un peu rétracté par la suite, il a un peu reculé. C'était calculé de sa part ou c'était une déclaration comme ça à l'emporte-pièce? Difficile de le savoir. Difficile, je pense qu'il y a eu une partie de sincérité, c'est incontestable. On ne lâche pas une phrase de cette nature sans la penser, ne serait-ce qu'un peu. De même, sa fameuse phrase qui a fait beaucoup de bruit, il était alors en pré-candidature à l'élection présidentielle, déclarant que le terrorisme renvoyait aussi à des fautes de la société française et à la nature même du terreau social français. Ça, c'est tout à fait nouveau. Vous savez que le discours presque unanime de la classe politique française, c'est le discours du bad guy, c'est-à-dire les terroristes sont des gens mauvais qu'il faut détruire, supprimer. Lui dit attention, il y a peut-être aussi dans la société française des racines du mal. Ça donne quand même une idée de sa politique. Alors ça peut être un début d'idée. Maintenant, il faut voir aussi qu'il a dit des choses qui allaient un peu à contresens de cela, notamment son discours très sécuritaire en matière de terrorisme, effacer complètement cette référence aux facteurs sociaux de la violence sur le sol français à l'intérieur de la société française. Donc là, c'est un pas de côté, pour pas dire en tous les cas une contradiction. Et puis, d'une manière générale, il s'est précipité au Mali pour visiter les troupes françaises pour bien souligner la continuité. Il a nommé aux affaires étrangères l'homme de l'intervention militaire en Afrique, Jean-Yves Le Drian. On voit que les entourages, vous savez, ça compte beaucoup en France, les entourages, les cabinets ministériels sont composés de personnes qui, pour la plupart, sont issues de l'ancien système. Donc, la rupture n'apparaît pas de manière très claire. Moi, je pense Vous dites la rupture avec François Hollande, c'est de ça dont il s'agit. La rupture, oui, il faudrait ou dire... Ou avec ses autres prédécesseurs. Je dirais du Chiraco-Sarkozo-hollandisme, parce qu'il y a une continuité entre les trois derniers. Oui, à partir de 2003. Ça, c'est une autre affaire, on va peut-être pas entrer dans ce débat, mais la politique étrangère de Jacques Chirac a changé radicalement au lendemain de l'intervention américaine en Irak. C'est le discours de Dominique de Villepin, on s'en souvient, oui. Voilà, alors là, il était sur une ligne très gaullienne ou gaulo-mitterrandienne, comme on dit, et puis soudain, en 2003, tout ceci a été effacé, et on a trouvé un Chirac proche des États-Unis, atlantiste, amorçant le processus de retour de la France dans l'OTAN. Donc il y a eu de 2003 à aujourd'hui une continuité rassemblant un président néo-gaulliste, un président libéral, entre guillemets, et un président social-démocrate. Et on est toujours là-dedans avec Emmanuel Macron, a priori, hein. Alors, a priori, oui, parce que les hommes et les femmes au poste de responsabilité sont très largement dans ce courant, et parce que les signes de continuité, je signalais la visite très précipitée aux troupes françaises stationnées au Mali, indiquent quand même une volonté de continuer. Le discours tenu sur la Syrie est très proche de celui tenu par Hollande. La vraie question qu'un chef d'État français doit se poser, c'est quel est le rôle d'une puissance comme la France dans des conflits comme le conflit syrien. Je ne suis pas sûr que la meilleure réponse soit une réponse de première ligne, c'est-à-dire s'il se passe
telle chose en Syrie, nous interviendrons. Il faut renouer, vous le signaliez vous-même tout à l'heure, avec le multilatéralisme et penser que la bonne voie, c'est celle de la délibération internationale. Et ça, on n'en entend pas beaucoup parler. Alors, il y a un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est septembre 2017. On ne sait pas encore si le président Macron se rendra aux Nations Unies pour délivrer un discours. À mon avis, oui. Eh bien, s'il annonce dans ce discours des choses qui vont dans le sens d'une relance du multilatéralisme dont nous avons tellement besoin, gouvernance sociale mondiale, gouvernance des migrations, parce que voilà un grand sujet, l'immigration. On ne l'a pas beaucoup entendu sur ces questions. On va en parler. Si vous êtes d'accord, on va en parler parce qu'on parlait de la colonisation et au fond, on se dit que peut-être M. Macron avait vu juste la colonisation. C'est d'ailleurs ce que vous dites, Bertrand Badi, c'est l'acte fondateur de la pathologie des relations internationales. Voilà. Colonisation, migration, tout ça est connexe. Vous, à ce titre, vous préconisez une approche totalement nouvelle. Alors, pour le coup, c'est une rupture de la question de la migration. Pour vous, le migrant, et des centaines sont encore morts la semaine dernière, pour vous, le migrant, c'est l'avenir du monde. Mais absolument. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de mondialisation. Ce mot est dans la bouche de tout le monde. Mais l'une des expressions directes et irréversible de la mondialisation, c'est la mobilité. Nous sommes dans un monde où il est, d'une part, de plus en plus aisé de bouger, de plus en plus facile de bouger, et où surtout se créent des imaginaires mondialisés qui font que dans la tête des uns et des autres, le parcours qui consiste à changer de lieu d'implantation parce qu'on ne parvient pas à s'accomplir là où on est né, même si on aime sa terre, on a le sentiment qu'il faut aller ailleurs, sinon pour gagner, du moins pour survivre. Tout ceci est un phénomène irréversible, on le voit statistiquement. La proportion des populations migrantes dans la population mondiale totale n'a pas beaucoup augmenté, mais augmente de façon substantielle et régulière depuis 50 ans. Depuis l'an 2000, l'Union européenne a dépensé, rendez-vous compte, 13 milliards d'euros pour réprimer la migration. Et réprimer ne sert à rien. Réprimer ne sert à rien. La preuve. La Méditerranée a englouti plus de 40 000 victimes qui ont tenté de traverser cette mer pour aller de l'Afrique vers l'Europe. Eh bien, le flux continue. Et je constate avec effroi que lorsque s'est tenu le G7 la semaine dernière... En Sicile, oui. En Sicile, justement. Il concernait terre d'immigration par ce phénomène. Ouais. Eh bien, la question migratoire n'a pratiquement pas été abordée. Dans le communiqué final, on a une phrase totalement stérile qui consiste à rappeler le droit des États dans la gestion souveraine de leurs frontières. On est en complet décalage par rapport au monde tel qu'il est et tel que les êtres humains le font aujourd'hui. Donc voilà un dossier à traiter. Au Conseil européen, quand vient la question migratoire, personne ne dit rien de nouveau, sauf chercher des astuces pour renforcer les barrières et les frontières. Oui, on en parlera des frontières dans un instant. Cela dit, à dire et à parler comme ça, parce que les mots ont une importance extrême, à parler ainsi, non plus forcément de migration, mais de régime de mobilité tel que vous venez de le faire, ça veut aussi dire que de facto tout est permis, c'est la mobilité. Vous voyez les limites, où faut-il les poser, Bertrand Badi ? Justement, non. Quand je vous parlais de gouvernance, je ne parlais pas d'anarchie, je ne parlais pas de liberté, je parlais de gouvernance. Écoutez, il y a une gouvernance de l'aviation civile mondiale qui permet aux avions de voler, et pas de voler n'importe comment, mais de voler en respectant parfaitement des règles complexes. Il y a une gouvernance du commerce qui permet aux marchandises de circuler. Très critiquée aussi. Hein. Oui, mais elle existe. Elle existe. Ce que l'on a pu faire pour les marchandises, pourquoi est-on incapable de le faire pour les êtres humains ? Il faut une gouvernance de la migration. Mais bien sûr. Mais est-ce que c'est pas à l'ONU de s'occuper de ça ? Est-ce qu'elle ne le fait pas assez ? Mais elle ne le fait pas. Il y a une convention internationale sur le droit des migrants qui n'a été ratifiée par aucun État européen. J'ai bien dit aucun État européen. Il y a des institutions, des agences des Nations Unies qui travaillent sur la question migratoire, mais qui n'ont pas les moyens de faire un travail de gouvernance coordonnée. Je pense à l'OIT, je pense à l'UNICEF, je pense au Commissariat aux réfugiés.
Eh bien, ce qu'il faut établir, c'est une coordination de l'ensemble de ces fonctions pour que le migrant puisse se déplacer dans la sécurité et dans l'intérêt de chacun. Chacun, c'est qui ? C'est la société de départ, c'est la société d'accueil et c'est le migrant. C'est les trois partenaires, oui. Très bien définir un optimum. Je ne dis pas la satisfaction totale, la gouvernance, ce n'est pas la satisfaction totale. C'est l'optimum de satisfaction. On peut trouver un point d'équilibre qui puisse satisfaire à minima au moins ces trois partenaires. Et c'est absolument urgent. On éviterait ainsi les milliers de morts en Méditerranée, Bertrand Badi. Bien sûr. Le jour où il y aura une gouvernance de la migration, la clandestinité ne fera plus recette. Et le jour où il y aura gouvernance de migration et où le migrant aura le sentiment d'être respecté, considéré comme une personne de plein droit, ce jour-là renaîtra sa confiance et s'il veut retourner chez lui pour un temps, il pourra le faire sans crainte de ne pouvoir revenir ensuite. Quel pays peut ou quel pays doit incarner le leadership en matière de gouvernance de la migration ? Est-ce que ça peut être la France d'aujourd'hui, la France de M. Macron ? Vous savez, je crois que la bonne question en multilatéralisme, c'est jamais quel est le pays qui peut le mieux incarner. Le multilatéralisme, c'est l'effacement des égoïsmes nationaux. Mais il faut bien qu'un pays prenne le lead. Eh bien alors, ça, c'est le rôle ce qu'on appelle les opportunités politiques. Et une opportunité en France a été élu un président qui récuse cette fièvre nationaliste qui est devenue le chikungunya de nos relations internationales, qui est ouvert sur la mondialisation, eh bien, qui donne de la substance à cette ouverture et qu'il propose ce régime, qu'il le fasse du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Et là, alors, nous avancerons. Sinon, on continuera à mesurer la musculation des poignées de main. Et ça, franchement, dans le métier que je fais, c'est déprimant. Vous aimez aussi les petites phrases, Bertrand Badi, le chikungunya des relations internationales, c'en est une. Hein. Ce virus propagé par le moustique. Hein. C'est pas une petite phrase, c'est un grand fléau. Bien sûr. C'est un grand fléau. Ça s'appelle le Trumpo-Erdogano-poutinisme. Ça s'appelle justement cette poussée de fièvre nationaliste que l'on a vu avec le Brexit, que l'on voit dans les Philippines de M. Duterte, c'est-à-dire partout, pas seulement dans les démocraties occidentales. Et c'est une sorte de négationnisme de la mondialisation. Et n'oubliez jamais une chose, la phrase n'est pas de moi, elle est du malheureux Todorov qui nous a quittés cette année. Tsvetan Todorov, oui. Tsvetan Todorov qui disait « Les nationalistes n'ont rien à vendre ». C'est vrai, dans le monde mondialisé tel qu'il est aujourd'hui, les nationalistes n'ont rien à proposer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est un vrai fléau. C'est effectivement le chikungunya de nos relations internationales. Todorov, qui sauf erreur, est d'origine bulgare.